Et effectivement, vous le disiez, on va creuser maintenant les thèmes et on va commencer avec vous, Éric Bertrand. Je rappelle, vous êtes directeur des gestions taux diversifiées et quantitatives. Jean-Marie Mercadal a évoqué les taux. En 2019, qu'est-ce que vont faire les banques centrales quand on pense à la Fed, à la BCE? Est-ce que la BCE, par exemple, va augmenter ses taux ou pas? Bonne question. Je pense qu'avant tout, Jean-Marie l'a dit, les banques centrales vont être pragmatiques. On a une sphère, on l'a évoqué juste avant, une sphère géopolitique qui a influencé les anticipations financières et qui est en train de se transmettre graduellement à l'économie. Notre constat, c'est de dire qu'on est sur un ralentissement cyclique et pas une récession, sauf que dans les cours de certains actifs, on est déjà en train d'anticiper une récession. Donc les banques centrales, en substance, marchent sur des œufs, au titre géopolitique, financier comme économique. Côté de la Fed, on l'avait annoncé l'année dernière, une hausse par trimestre. Je dirais, on normalisait la politique monétaire en suivant l'accompagnement de la croissance et les relances de Trump. Aujourd'hui, beaucoup plus de pragmatisme. Le débat sino-américain les inquiète, ça a été mentionné, et pas grand-chose sur le front de l'inflation. Donc probablement encore une hausse, peut-être deux, ça dépendra des chiffres, pour avoir un taux court qui va s'établir vers 2, 3 quarts à 3%. De l'autre côté de l'Atlantique, je pense que ça va être très très calme pendant un certain temps. Peut-être que M. Mario Draghi a peut-être loupé une fenêtre de normalisation d'ailleurs avant que le ralentissement cyclique arrive en Europe. Il aurait dit lors d'un conseil de politique monétaire que tant qu'il serait aux manettes, on ne toucherait jamais au taux d'intérêt. On ne va pas aller contre lui. On n'anticipe vraiment rien avant le 4e trimestre 2019. Parce qu'il faudra une fenêtre de communication, il faudra un peu de croissance et d'inflation. Donc un peu de remontée peut-être du taux de dépôt de 25 centimes et une première hausse du taux directeur fin 19, mais plutôt Q1 2020. Sur l'inflation anticipée, est-ce qu'on envisage déjà un niveau? Est-ce qu'on a une perspective, une vision? Alors, on avait bien l'inflation anticipée déjà l'année dernière dans un contexte d'économie porteuse au niveau mondial comme au niveau national. Clairement, Jean-Marie l'a évoqué, on a eu raison jusqu'en janvier, et après on a été un peu déçus par tous les différents facteurs dont on a parlé. Le pétrole et la baisse récente du pétrole a pas mal accéléré les choses. Aujourd'hui, on est sur des niveaux atteints en fin d'année quand même assez bas. J'ai déjà dit l'année dernière. Si on imagine un pétrole qui remonte un peu pour des facteurs techniques comme des facteurs économiques, je pense qu'il y a toujours de la valeur, peut-être un peu plus en zone euro qu'aux États-Unis. Quand vous évoquiez la BCE, vous parliez des taux courts, on va parler des taux longs. Est-ce qu'en Europe et aux États-Unis, on imagine une remontée de ces taux longs ou pas? La fameuse question. À nouveau, on a vu nos objectifs sur le Bund en début d'année 2018, on les a pas revus après, ça fait que rebaisser. Aujourd'hui, si on pose les trois grands sujets sur les taux d'intérêt, on a une croissance qui va être du côté de 1,6, on a une inflation qui va être du côté de 1,3 sur le corps. On pourrait avoir des taux nettement plus élevés d'un point de vue fondamental économique. Ça ne marche pas depuis plusieurs années à cause de l'intervention des banques centrales et du quantitative easing. Le quantitative easing s'arrête en Europe. On va avoir un flux d'émissions l'année prochaine en brut, l'Italie en tête avec 260 milliards, suivi de la France, et en net c'est la France qui est en tête avec une centaine de milliards. Un peu moins sur l'Allemagne évidemment qui gère mieux ses déficits. Au global, il y a quand même des émissions à absorber qui ne vont plus être achetées pour une bonne part par la Banque Centrale Européenne, donc ça va faire un deuxième facteur qui sous-tend ça. Derrière, on a des échéances politiques qui amènent de la volatilité, et le Bund, la dette allemande, était le refuge. Si on traverse les élections européennes sans changement politique majeur, comme ça a été évoqué tout à l'heure, on imagine toujours un Bund remonté, une cinquantaine de centimes. On garde à peu près les mêmes zones d'atterrissage que ce qu'on avait évoqué en 2008, c'est-à-dire à peu près 0,3 quart fin d'année. Côté américain, 2018 s'est réalisé comme on l'avait attendu, c'est-à-dire remonter vers 3, mais pas trop le dépasser et s'y arrêter. On est revenu un petit peu en dessous. Traditionnellement, les taux longs américains viennent se poser à la fin du cycle sur le dernier relèvement de Fed. Donc, quelque part entre 2, 3 quarts et 3. Et en l'état actuel des choses, pas de raison d'aller beaucoup plus haut. La dette est très attractive du point de vue du rating de la devise et de la croissance économique qui la sous-tend. En même temps, la Fed continue de réduire son bilan et on a un déficit budgétaire qui va faire pas mal d'offres sur le marché. Donc, des taux longs américains qui restent dans le range de 3 quarts à 3%. Vous parliez d'attractivité de la dette aux États-Unis, vous parliez du bond de la dette allemande, donc valeur refuge. Si on parle des dettes européennes, la France déjà, soutenabilité de cette dette française, et puis est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'imaginer d'acheter de la dette italienne ou encore de la dette espagnole?
Alors sur la dette française, on a quelquefois en France une perception, quand tous les samedis on a des réjouissances, on finit par s'inquiéter quand même, et quand on voit les cadeaux. Globalement, la France est un pays riche qui sait très bien lever l'impôt, je pense que personne ne me contredira. On peut avoir un petit peu de volatilité, mais on reste toujours sur une dette de très bonne structure et de qualité. Toute tension à mettre à profit pour investir. Je suis plus inquiet sur le calendrier électoral. En 2022, on sait qu'on peut avoir des élections un peu houleuses vu la trajectoire que prennent les choses. Et c'est sur ce calendrier électoral que je m'inquiéterai plus sur la dette française. Pour parler de la dette espagnole et de la dette italienne, en Espagne, les réformes ont été faites, elles n'ont pas été détricotées, et on est sur des trajectoires de fondamentaux économiques qui sont très satisfaisantes. La dette espagnole s'est renchérie tout au long de l'année, et on continue de bien aimer cette dette qui est vraiment en tendance à l'amélioration, clairement. En Italie, ça a été évoqué par Pascal Joannin tout à l'heure, bon, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, c'est pas forcément évident que ça dure à l'infini. À l'occasion des élections européennes, la Ligue peut être tentée de prendre son indépendance vu ce que donnent les sondages. On aura encore sûrement des épisodes de volatilité sur la dette italienne. Ceci dit, aucun des deux partis, et ça a été prouvé à l'occasion des négociations sur le budget avec la Commission européenne, n'est assez fou pour aller armer le pistolet des marchés financiers et se le mettre sur la tempe. Donc il y aura une forme de rationalité économique de toute façon, parce qu'ils savent qu'ils seront perdants contre les marchés financiers. En conclusion, on devrait pouvoir acheter cette dette italienne moins chère qu'aujourd'hui, et donc c'est une opportunité. En revanche, à moyen terme, les trajectoires macroéconomiques de la dette italienne ne sont pas du tout réglées, et sur un horizon très long de détention, je suis moins optimiste. D'accord, on reste en prudence. C'est ce qu'on est en train de se dire. Si on termine le tour du monde de la dette, on fait les pays émergents. Là, est-ce qu'il y a un intérêt ? Alors oui, on aimait bien les pays émergents, dette souveraine en devise locale en début d'année dernière. Les 3-4 premiers mois ont été assez délicats. Ceci dit, la deuxième partie de l'année a vraiment validé nos anticipations, puisque on a une dette émergente qui a été très très résiliente, alors que les pays développés, sur les graphes de Jean-Marie, étaient en train de baisser. C'était vraiment un bon placement accessoire par rapport au corps marché. On continue de bien l'aimer. Je réitère ce que je dis souvent. Certes, on a du risque, mais on est payé pour ce risque. Et moi, c'est important d'avoir du bon risque en portefeuille, comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais, là c'est pareil. Et globalement, aujourd'hui, on est payé environ 8,5 sur un horizon 5 ans, sur de la dette souveraine de pays émergents avec le risque de change, des parités de change qui sont globalement assez basses. Moi je trouve ça assez attractif, sachant qu'en plus on a une Fed qui est plutôt sur la fin du cycle, donc ça va un peu détendre tout le monde dans la zone dollar et donc la zone émergente. Jean-Marie Mercadal, commentaire sur la dette, complément. Ce qui est remarquable, c'est que finalement la crise émergente a été un peu avant la crise dans les pays occidentaux, et depuis 6 mois les pays émergents sont très résilients, les devises se reprennent et on a du coupon, donc c'est un call qu'on maintient. On va parler crédit maintenant, crédit investment grade. Est-ce que ça a suffisamment chuté pour se dire qu'aujourd'hui il faut en racheter ? Alors, on trouvait ça beaucoup trop cher l'année dernière. L'annonce de l'arrêt du quantitative easing de Mario Draghi a eu l'effet escompté. Je rappelle quand même, Mario Draghi annonce son quantitative easing sur le crédit, les spreads se resserrent avant son premier achat. Mario Draghi annonce la fin du quantitative easing sur le crédit, les spreads se réécartent assez significativement avant qu'il ait commencé à ne plus acheter. Comme ça s'est passé aux États-Unis sur les quantitative easing, les marchés les anticipent bien avant que les flux arrivent. Aujourd'hui, on a eu un réécartement qui nous fait retrouver des niveaux acceptables en termes de prime de risque. Donc c'est une classe d'actifs qu'on aime bien. Ceci dit, de là passer surpondéré, il ne faut pas s'emballer parce qu'on imagine un peu de remontée sur les taux, le quantitative easing s'arrête, donc on pourra avoir un peu de reflux sur cette dette, sur la partie longue. Sur l'investment grade, on trouve qu'il y a un secteur qui a pas mal souffert, et je voyais le monétaire, là j'ai découvert les chiffres à 15%. C'est vrai que nous, on aime bien les spreads court terme, à 3 ans. Ça a souffert par sympathie avec le reste du marché, en le couvrant du risque de taux. Tu parlais de performance positive, Jean-Marie. J'ai regardé les chiffres avec les équipes ce matin. On est du côté des EONIA plus 70 en net, sur un horizon 3 ans. Ça commence à faire sens avant de se repositionner sur du plus long, sachant qu'en plus, traditionnellement, la performance vient plutôt la première année, plutôt que étalée sur les 3 ans sur ce type de produit. Même et dernière question pour le crédit au rendement. Est-ce que c'est le moment aussi de se positionner ? Ah oui, alors là, vraiment, dans notre séquence, on était vraiment sous-pondéré, on trouvait ça beaucoup trop cher, et à mon avis, à juste titre en 2017. En 2018, on est repassé neutre un peu avant l'été. On est repassé très nettement long à la rentrée avec l'écartement. Là, aujourd'hui, jour nouvelle, on est payé pour notre risque.
on peut avoir un peu un sujet de liquidité. C'est pour ça que nous, on va vraiment préférer à nouveau des produits à horizon, parce que on n'est pas obligé de bouger toutes les 5 minutes, donc d'aller se confronter à la liquidité du marché ou aux fourchettes. Et typiquement, sur ce type d'horizon, on va avoir du 6,30 de rendement. Là encore, compte tenu du cycle, du fait que l'ensemble des taux, même si on pense qu'ils remontent un peu, vont rester bas, les entreprises ne sont pas leveragées, on n'est pas dans un cycle de crédit classique, les fondamentaux ne sont pas collectivement inquiétants, il y aura du spécifique, de ceux qui ont un petit peu abusé du bol de liquidité de la BCE, mais au global, on n'est pas fondamentalement inquiet, et donc on trouve que, pour le coup, là, on devient bien rémunéré pour notre risque et on est nettement acheteur sur ce type d'asset. Merci Éric Bertrand. On va parler maintenant marché-action. Si je me réfère à ce que disait Jean-Marie Mercadal tout à l'heure, 17% sont prêts à investir aujourd'hui sur le marché-action. Éric Turgeman, je rappelle que vous êtes directeur des gestions actions et convertibles dans un marché qui monte et qui baisse. Est-ce que c'est le moment d'y retourner? Est-ce que c'est un point d'entrée finalement pour 2019? Elle est terrible votre question parce que je vais vous dire oui, puis demain on va ouvrir 3% en baisse, vous allez me rappeler. Non, plus sérieusement, on va pouvoir... Voilà, on illustre sur le graphique la baisse qui a eu lieu au cours de l'année 2018, pas vraiment au cours de l'année 2018, parce qu'en fait, finalement, Jean-Marie le rappelait, le marché américain a un peu baissé sur l'année civile, mais a beaucoup baissé par rapport au mois de mai. Elle est globalement de 20%. Ce n'est pas tous les 4 matins qu'on a ça. Je suis remonté 25 ans en arrière, et on voit qu'à 6 reprises, on a eu une baisse supérieure, enfin autour de 20 ou plus. Ce n'est pas une étape du Tour de France avec 2 cols hors catégorie et 4 de première, mais les 2 cols hors catégorie qu'on voit là, donc, qui peuvent faire peur. Ce graphique peut faire peur parce qu'on peut dire, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas répéter 2001 ou 2009? Alors rien ne nous le dit, mais il faut rappeler que les grands cracks qu'on a eus en 2001 et en 2009, c'était suite, donc la bulle Internet des années 2000, la crise des subprimes plus proche de nous en 2008, il s'en est suivi une récession mondiale. Je dis bien récession mondiale parce que tout est là. Jean-Marie l'a dit, il l'a dit un peu rapidement à la fin, on est en ralentissement, on n'est pas en récession. Si on pense effectivement qu'on est dans un cycle de ralentissement conjoncturel, mais qui est normal, quand vous prenez l'autoroute pour aller dans le sud de la France, vous avez des fois des ralentissements, et puis vous réaccélérez, ça repart. Des fois, vous avez des bouchons. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on est en ralentissement, et on est en ralentissement là-dessus, personne ne met ça en cause, alors il est normal qu'il y ait des soubresauts. Et le problème, c'est que tout ce qui se passe autour de nous alimente la crainte d'un ralentissement plus fort. Évidemment, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la Chine n'avait pas besoin de ça parce que de toute manière, elle ralentissait, ce qui est normal. C'est un pays qui a cru à 10% pendant des années. Donc une croissance de 6 ou 7%, c'est tout à fait logique. Mais il y a la guerre commerciale qui vient alimenter cette crainte. Et puis il y a le Brexit, et puis il y a l'Italie, enfin tout ce qu'on a dit. Donc les marchés, finalement, quelque part, craignent que le ralentissement se transforme en récession. Alors ça, on va vite le savoir. Enfin, vite le savoir. Il faudra attendre quelques trimestres. Soit on a effectivement une croissance qui reste autour de 3%, 3,5%. 3,5%, c'est ce que vous disiez. On l'aura sans doute pas, on aura un peu moins que ces chiffres-là. Donc ne vous attendez pas dans les mois qui viennent à avoir des bonnes nouvelles sur ce front-là. On aura encore des chiffres, des indicateurs d'activité qui sont sans doute moins bons que ce qu'on attendait, mais c'est déjà joué. Voilà. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on rentre en récession ou est-ce qu'on est en ralentissement? Si on rentre réellement en récession, alors oui, on peut craindre effectivement ce qu'on a connu dans les années 2000 et 2009. Si on est en ralentissement, eh ben on voit qu'en fait, on a fait cette baisse des marchés qui sanctionne ce ralentissement. Nous, on est dans ce cas de figure. On est clairement dans ce cas de figure. On n'a pas de chiffres, on n'est pas devin, mais on n'a pas aujourd'hui de chiffres macroéconomiques et microéconomiques qui nous permettent de valider la thèse de la récession. On ne les a pas. En revanche, on voit bien que les marchés, en tout cas, se font peur et peuvent alimenter d'ailleurs un ralentissement un peu plus fort. Aujourd'hui, on n'a pas de chiffres qui nous font matérialiser cette récession. Alors, la fluctuation des marchés, évidemment, c'est logique, c'est normal, mais comment on peut expliquer aujourd'hui qu'un jour, on augmente de 3% et que le lendemain, ça baisse encore de 3%? Oui, alors ça, c'est un gros problème, c'est qu'en fait, depuis 30 ans, on a eu la part des opérations, de la part des investisseurs fondamentaux, on va dire, qui est de plus en plus faible.
au profit d'algorithmes et de machines, ce qui fait que ces algorithmes et ces machines vont se déclencher par rapport à des seuils, par rapport à des indications, mais se déclencher tous en même temps, et non pas en phase 2, donc des êtres humains, enfin, comme il y avait il y a une trentaine d'années, qui se disent bah, tiens, c'est une bonne opportunité soit d'acheter, soit de vendre. En tout cas, ils les ont, mais en plus faible nombre et un peu plus tard. Donc, quand vous avez un signal qui vous dit, notamment l'analyse technique, qui est très importante, hein, il y a une part prépondérante de l'analyse technique qui vous dit éventuellement on a cassé 4700 sur le CAC, alors on va aller 100 points plus bas. Donc toutes les machines se mettent ensemble et vont toucher ce point-là, jusqu'à ce qu'elles rencontrent quelques investisseurs qui disent bah, quand même c'est une opportunité peut-être pour entrer. Mais la part d'automatisme est de plus en plus grande. Elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 20 ans et elle ne fait que s'accroître. Voilà cette volatilité. Hein. On va s'intéresser aux valeurs, à la fois valeurs défensives, valeurs plus cycliques. Hein. Quand on parle défensive, c'est plutôt les cosmétiques, le luxe et la santé. Quand on parle valeurs cycliques, c'est plutôt l'auto. Comment elles se comportent en termes d'évolution? Est-ce qu'on est sur des parallèles ou au contraire non, alors il y a une dichotomie totale, mais qui s'explique en fait. On vient de le dire, on a des doutes sur la croissance, les opérateurs ont peur d'une récession. Donc, logiquement, toutes les valeurs qui sont sensibles au cycle économique ont été sanctionnés, voire massacrés. On peut parler de l'automobile, les semi-conducteurs plus récemment, pas mal de valeurs industrielles, les banques. Les banques qui en plus pâtissent des taux qui sont très bas. Donc toutes ces valeurs ont été massacrées et sont au niveau d'ailleurs, en termes de valorisation, de ce qu'elles étaient en 2000 ou en 2008. Hein. Donc elles sont vraiment au niveau de la récession. De l'autre côté, vous avez les valeurs qu'on appelle valeurs de croissance, défensives, belles valeurs. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire tout ça. En tout cas, elles ont une visibilité sur leur profit. Elles n'ont pas forcément une très forte croissance, mais elles ont une visibilité sur leur profit. Et à partir de là, les investisseurs qui veulent quand même avoir des actions vont évaluer ces valeurs-là comme des obligations. Et évidemment, plus les taux sont bas, plus l'actualisation des bénéfices à l'infini de ces valeurs est élevée. Et donc, ces valeurs trouvent leur part dans les portefeuilles des investisseurs. Donc, c'est la deuxième raison. Il y en a une autre qui est plus technique, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs maintenant qui ne peuvent pas faire face à une volatilité trop grande de leur placement. Et même au sein de la classe action, qui est plus volatile, cherchent des valeurs qui sont moins volatiles. Et donc, ces valeurs sont rentrées dans des compositions d'indices. Et de plus en plus, effectivement, de ces valeurs sont achetées par les investisseurs parce qu'elles ont pour elles de ne pas être volatiles. Ce n'est pas pour ça qu'elles ne sont pas risquées. France Télécom en 2000 n'était pas volatile. Elle montait régulièrement, quasiment de 1% tous les jours, jusqu'au jour où elle s'est écroulée. Donc, volatilité et risque, ce n'est pas la même chose. Je le dis parce qu'on a souvent tendance à opposer les valeurs cycliques, qui seraient donc des valeurs dangereuses, aux valeurs défensives. Non, c'est simplement qu'elles sont moins volatiles et que les valeurs cycliques ont besoin d'une économie qui ne s'écroule pas. Voilà, donc on retient cette dissymétrie entre les valeurs défensives et les valeurs cycliques. Une dernière question sur la situation des actions américaines par rapport aux actions européennes. Oui. Et puis peut-être une question, vous parliez tout à l'heure de la bulle Internet. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une bulle techno aux États-Unis ou pas? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question sur la bulle techno. Ce qui s'est passé, alors en 2000, on n'avait pas de bénéfices. Hein, il y avait beaucoup de sociétés. Pas mal ont fonctionné, mais il y en a beaucoup qui ont déposé le bilan, mais on capitalisait des espoirs, voire des chiffres d'affaires, mais il n'y avait pas de bénéfices. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. Apple, Amazon, Facebook font des bénéfices. Alors on peut discuter de leur valorisation, qui n'est pas extraordinaire. On n'est pas à des multiples supérieurs à 20. Hein. Enfin, on n'est pas donné, mais on n'est pas dans l'exagération, mais rien à voir avec la bulle Internet de l'an 2000. Apple a d'ailleurs baissé de 30%, il y a des niveaux voilà, fait des bénéfices, vend des iPhones, vend des iPads et continue. Donc non là-dessus. Après, comparaison États-Unis, Europe, les États-Unis ont un avantage énorme sur l'Europe, c'est qu'ils sont unis. Ce sont des États-Unis. Et tout à l'heure, on parlait des unis de l'Europe. Et ça, pour un investisseur international, c'est un gros problème. Parce que déjà en Europe, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Mais alors imaginez un investisseur asiatique ou d'Amérique du Sud à qui on dit que les Britanniques vont sortir sans sortir, que les Italiens veulent éventuellement sortir, mais pas tant que ça. Donc il y a effectivement cette prime de politique
qui malheureusement va continuer à être scalé. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir la valorisation des valeurs européennes égale à celle des valeurs américaines pour cette raison. Après, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de valeurs européennes qui ont été littéralement massacrées, notamment les banques. Les banques européennes ne sont pas du tout au niveau des banques américaines. Donc il nous semble qu'il y a quand même de la valeur. Si on ne croit pas au scénario de la récession, et on n'y croit pas, on verra dans un an, hein, peut-être qu'on reviendra et que vous nous direz... Je vous reposerai la question. Voilà, on n'y croit pas, donc on le dit. Attention, c'est enregistré là. Oui, mais donc il nous semble qu'il y a de la valeur sur les valeurs américaines, européennes, notamment les valeurs cycliques qui ont été massacrées trop à notre goût. Voilà. Donc oui, on est positif sur les valeurs européennes. Mais alors, tant qu'à acheter des fonds, venez sur nos fonds d'économie positive. Hein, voilà, on en a parlé au cours de la matinée. Et là, vous allierez en plus l'avenir voilà, l'avenir est le responsable. Et la responsabilité. Ouais. Merci Éric Turgeman, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Jean-Marie Mercadal pour une dernière synthèse de ce que l'on vient d'entendre. Petite synthèse, c'est vrai que l'année 2018 a été une année horrible, hein, que ce soit pour les performances absolues ou relatives, parce qu'il y a très peu de gérants qui ont battu leurs indices. Mais du coup, on trouve que ça a offert pas mal d'opportunités, notamment sur le crédit. Hein, pour la première fois depuis longtemps, on redevient positif sur le crédit, hein, Eric l'a bien expliqué. Sur le high yield aussi, avec toujours faire attention à bien cette histoire de liquidité, hein, parce qu'on aura de la volatilité cette année et on peut avoir aussi quelques problèmes de liquidité, donc attention à ça. Dette émergente, on aime beaucoup. Et puis sur les actions, Eric a bien expliqué aussi, là aussi ça donne des opportunités. Et là aussi sur les actions, peut-être penser à des stratégies asymétriques, hein, de couverture systématique. On a des solutions chez nous, donc vous pouvez nous interroger sur ce sujet. Et ce sera probablement une année intéressante à tout point de vue. Merci à tous les trois, merci beaucoup. On peut les remercier s'il vous plaît. Jean-Marie Mercadal, Éric Turgeman, Éric Bertrand.